Avec vous sur Sud Radio pour les débats en direct jusqu'à midi. Vous pouvez évidemment réagir 0826 300 300. On est aujourd'hui avec Aurélien Véron. Bonjour, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Jérôme Ripoux, Bonjour, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Et Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre dernier livre, Le progrès est-il dangereux, est paru chez Humain Science. Alors évidemment, on va revenir sur cette manifestation des policiers hier avec beaucoup de sujets, beaucoup d'angles. Est-ce que c'est une manif anti-justice? Vous l'avez entendu, le seul problème de la police, c'est la justice. Alors évidemment, on peut débattre de ce sujet. On peut revenir également sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'était une manifestation factieuse. On va évidemment faire un petit point déconfinement, terrasse. C'est ce que c'est déjà la bamboche. On en parle avec vous. Commençons par ce qui a retenu votre attention aux uns, aux autres. Jérôme, commençons avec une note joyeuse. Légère, oui, légère. Oui, parce que je me suis interrogé sur le sujet qui devait être mon coup de gueule ou de cœur, et j'ai fait un coup de cœur, qui pour certains aurait pu être un coup de gueule. Le Premier ministre va prendre le train, enfin le successeur du train bleu, celui qui va à Nice, puisqu'on relance les trains de nuit, et jeudi, donc ce soir, il partira dans le Paris-Nice, d'Austerlitz pour se rendre à Nice, et on se dit, tiens, voilà le dernier coup de com' du Premier ministre, et je tenais à apporter, une fois n'est pas coutume, mon témoignage. Qui aime bien châtie bien, et je pense que dans l'émission, je prends souvent des positions très différentes de celles du gouvernement, mais il se trouve que Jean Castex est quelqu'un que je connais très bien et avec qui j'ai partagé plusieurs fois des voyages en train de nuit, puisqu'il est originaire de Perpignan. Pas dans le même compartiment couchette. Dans le même compartiment, s'il vous plaît, oui, voilà, parce qu'il est des fois où Air France ne remplit pas son office et où donc on a eu à faire des trajets. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, a une passion pour le train, est un passionné, qui a vu les trains de nuit, les intercités fermés les uns après les autres, et d'ailleurs celui qu'on prenait qui était le Paris-Perpignan-Portbou fermé en décembre 2016. Et donc c'est au-delà du coup de com', c'est quelque chose qui lui correspond. Voilà. Donc c'était amusant. Après, est-ce que les trains de nuit ont une véritable utilité en France? Ça, c'est une vraie question. J'ai lu qu'ils allaient coûter 26 millions d'euros de déficit. Est-ce que c'est la mesure symbolique du plan de relance? Peut-être pas, mais en tout cas sur la méthode, sachez que ça n'est pas qu'un coup de com', ça correspond aussi à ce qu'est le Premier ministre, c'est-à-dire une personne assez simple qui sait fréquenter les cabines assez rigides de la SNCF, des intercités. Ouais, mais aussi un coup de com'. Parce qu'on n'est pas obligé de le dire. Oui, ça c'est une évidence. Arnaud, le coup de com' permanent. Arnaud Benedetti, vous en pensez quoi? Mais si c'est un coup de communication qui correspond à son mode d'existence, c'est-à-dire c'est péché à moitié pardonné. Oui, absolument. Le train de nuit, donc, qui redémarre, c'est déjà ça. On peut, effectivement, c'est à la fois un coup de cœur. Donc, pour Jean Castex, pour ces trains de nuit. Arnaud, vous, c'est un coup de gueule. Oui, alors c'est un coup de gueule. Enfin, c'est un constat, c'est que j'ai découvert que la Cour des comptes n'avait pas été en mesure de certifier les comptes sociaux. Ça vient d'être annoncé il y a, je crois, quelques jours. Alors, quand on regarde dans le détail, j'ai regardé un peu dans le détail. Bon, alors il y a bien évidemment des difficultés à certifier les comptes parce que le régime des indépendants a été particulièrement bousculé par la crise sanitaire. Mais quand on regarde d'autres branches, notamment par exemple la branche famille, la Cour des comptes relève que 10% des prestations de la CAF sont erronées. Donc les erreurs de prestation sont les plus nombreuses dans cette branche. C'est quand même assez intéressant, ce qui va nous coûter à peu près, quand on regarde ce qu'annonce la Cour des comptes, près de 8 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Cour des comptes n'est pas en mesure de certifier
si le déficit est de 35 ou 38 milliards d'euros. Un certain nombre de spécialistes disent que l'épaisseur du trait pourrait être montée de 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc je trouve ça quand même assez incroyable sur le fond. Ça prouve que c'est un sujet qui est passé complètement sous les radars, complètement. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que ça crée une tension, me semble-t-il, supplémentaire sur les finances publiques, et que ça ne fait que confirmer sur le fait que nous sommes finalement assis sur une bombe à retardement. Et erroné, j'ai une question. Erroné, ça veut dire falsifié? Est-ce que ça veut dire que quand les comptes sont erronés, ça veut dire qu'ils sont... C'est quoi? C'est des erreurs comptables? Là, c'est des erreurs. C'est-à-dire qu'en plus, ça n'est pas de la fraude. Hein. Ça ne prend pas en compte la question de la fraude sociale, n'est pas prise en compte, en l'occurrence. Ce qui est un facteur aggravant. Ça relève d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. C'est plutôt très inquiétant, oui. C'est plutôt inquiétant et très ennuyeux. Aurélien Véron, ça va peut-être un petit peu dans ce sens, votre coup de gueule ou votre coup de cœur, c'est selon. Alors moi j'ai un coup de cœur pour l'initiative de Gaspard Koenig, qui est un écrivain et philosophe de la liberté, et qui a repris un thème ancien, puisque tout le monde se rappelle de la formule du président Pompidou: arrêtez d'emmerder les Français. Depuis cette époque, l'inflation normative, réglementaire n'a cessé non seulement d'avancer, mais en plus elle a explosé. Et donc aujourd'hui, le quotidien des familles, le quotidien des petites PME, le quotidien des artisans devient insupportable à cause d'un ensemble de normes et de règles qui sont souvent basées sur des principes plutôt sains, mais qui deviennent une usine à gaz systématique pour le quotidien des gens. Et donc il a lancé vieplussimple.fr. Vieplussimple.fr, c'est une manière de recenser par le bas, c'est-à-dire les citoyens comme vous et moi pouvons aller sur ce site et juste recenser, énumérer des règlements, des normes qui nous pourrissent le quotidien. L'avantage de cette manière d'approcher le problème des réglementations inutiles, et tout le monde se rappelle Montesquieu, les mauvaises lois affaiblissent les lois nécessaires, donc il faut écrémer, élaguer, nettoyer toutes ces lois qui pourrissent la vie des Français et des entreprises. Au lieu de partir du haut, ça n'a jamais marché, partons du bas. Et donc, énumérons chacun d'entre nous ce que nous voyons au coin de la rue qui pourrit la vie du boulanger. Interdiction de travailler 7 jours sur 7, la vie des vignerons. Souvent des normes, encore une fois, qui partent de bons sentiments, mais qui sont inapplicables, qui ne s'adaptent pas à des cas particuliers. Donc je trouve l'initiative joyeuse, heureuse, citoyenne, et j'espère qu'elle prendra son envol rapidement. Utopique ? Utopique, vous savez, les mouvements qui partent d'en bas quand ils sont assez énervés et agités, vous vous rendez compte qu'en haut, on commence à regarder ce qui se passe. Oui. Pascal Bataille, je ne sais pas si on a le temps, mais on va faire votre coup de gueule. On a 1 minute, donc allez-y. Rapidement, je voulais relayer, même si aucun de nous 5 et pas davantage de nos auditeurs n'y peuvent grand-chose, mais relayer l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU hier, qui, à défaut de se mettre d'accord sur la situation en Israël, s'est au moins mis d'accord là-dessus, c'est-à-dire appeler les pays les plus riches à cesser cet apartheid vaccinal, c'est le mot de Pascal Lamy, l'ancien patron de l'OMC, apartheid vaccinal, évidemment, sur la vaccination contre le Covid. On se rend compte que l'Afrique, par exemple, a reçu à peine 1,8% des doses qui existent aujourd'hui, alors que les pays en revenu ont administré 45% des vaccins, alors qu'ils ne représentent que 15% de la population mondiale. Il y a une urgence absolue à envoyer des doses dans les pays les moins favorisés, et en Afrique notamment. C'est une urgence évidemment sanitaire, c'est une urgence aussi à moyen terme économique, et si on veut être très cynique, c'est en plus une nécessité même pour nous, parce qu'on sait bien que la vaccination qui se limiterait uniquement aux pays les plus favorisés n'aurait aucun sens, parce que la pandémie ne pourra être éradiquée qu'une fois que une bonne partie de la population mondiale aura été vaccinée. Voilà, je voulais relayer cet appel. On en redira un petit mot, on est obligé de marquer une pause, c'est l'heure du journal, mais j'aurai une petite réaction là-dessus. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Aurélien Véron, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Évidemment, la manif des policiers hier fait beaucoup réagir. C'est quand même le symbole d'un énorme malaise. Il s'est dit beaucoup de choses hier. Parmi les choses qui ont été évoquées, c'est la question de la justice. Alors c'est peut-être un raccourci, le seul problème de la police, c'est la justice. Et puis la présence de Gérald Darmanin hier, on pourra évidemment en reparler. La manif également commentée par Jean-Luc Mélenchon. Il évoque une manif factieuse, en tout cas avec des factieux dans son sein. Et le déconfinement des terrasses, c'est pas encore tout à fait la bamboche. On parle de tous ces sujets. Peut-être un petit mot, Pascal Bataille, sur l'Afrique. Moi, je trouve que ce que vous dites, vous évoquiez le fait que l'Afrique ne reçoive pas de vaccins, mais quand je vois ces chefs d'État africains qui viennent, qui sont logés dans les grands hôtels parisiens, qui roulent dans des voitures de luxe, qui ont des fortunes immenses et qui redistribuent pas à leur peuple, je me dis que là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a quand même à la tête souvent de ces États des gens qui ont, enfin, je vais peut-être très loin dans ce que je dis, mais qui ont pris l'argent à leur peuple et qui auraient les moyens aujourd'hui d'acheter ces vaccins et d'aider leur population. Donc voilà, moi j'ai été choquée de voir ça cette semaine, de voir que devant par exemple l'avenue Georges V, le Georges V pour ne pas le citer, il y avait des délégations qui étaient là. Alors ils vont pas aller loger au Formule 1 certes, mais voilà, je pense qu'il y a quand même l'histoire de la redistribution des richesses aussi en Afrique. Je ne sais pas si vous partagez. Vous ne voulez pas qu'on reçoive les chefs d'État étrangers, Valérie, à l'aune de la fortune ou du PIB de leur pays respectif. Non, c'est pas ce que je veux dire. Là, mais ils sont reçus en force. Mais ça n'enlève pas la pertinence de ce que vous dites. Effectivement, sur l'état de corruption, sur la façon dont dans de nombreux pays africains et ailleurs dans le monde aussi, l'argent n'est pas redistribué et les populations ne profitent pas forcément des ressources du pays qui sont captées à haut niveau. Mais je ne suis pas sûr que ce soit uniquement le sujet là et la façon en tout cas de résoudre ce problème qui est lui aussi endémique. Ça pose la question de l'Afrique et de la redistribution des richesses et de chefs d'État qui sont enrichis. On pense à ce qui s'est passé. Les biens mal acquis, tout à fait. Il y a eu des. Les biens mal acquis. Donc il y a un moment, il faut aussi peut-être que la France. Il y a eu un sommet africain, que la France fasse pas dans le deux poids deux mesures. Jérôme Ripoul. Est-ce que effectivement sur les biens mal acquis, il y a encore beaucoup de travail à faire, et même s'il y en a eu déjà de fait. Mais ce que je voulais souligner par rapport au coup de cœur et de gueule, en tout cas, c'est que l'Europe n'est pas en retard sur la capacité qu'elle a eue à justement partager une partie de ses vaccins. En revanche, les Anglo-Saxons, les Américains en particulier et les Anglais sont quand même à mettre à l'amende, parce que c'est vrai. Il faut relativiser tout ça aussi à l'aune de leur égoïsme nationaux. Hein. Ça, mais Biden a néanmoins, même s'ils sont extrêmement en retard et beaucoup du fait de Trump aussi, mais Biden, qui a mis du temps à réagir sur ce sujet, a fait quand même deux déclarations. D'une part, en se déclarant la semaine dernière favorable à la levée des brevets, et puis d'autre part, en annonçant la livraison de 80 millions de doses d'ici fin juin, ce qui est certainement une goutte d'eau, mais déjà néanmoins appréciable. Tout à fait. Oui. Écoutez, oui, non, mais c'est sûr que, en tout cas, il y a une dimension importante dans la vaccination du continent africain. C'est indéniable. Il faut rappeler, par exemple, parce que là, on n'est pas en Afrique, mais dans ce côté nord-sud où favorisé, défavorisé, que par exemple, les populations des territoires occupés en Israël, les Palestiniens n'ont pas profité de la campagne pourtant ô combien saluée dans le monde entier pour son efficacité, sa rapidité pour la façon dont elle a été extrêmement bien organisée. Les habitants palestiniens des territoires occupés n'ont pas profité, n'ont pas été inclus dans cette campagne de vaccination israélienne. Je crois qu'ils ont été vaccinés. Je crois qu'il y a eu... Si, je crois.
Non, Arnaud Benedetti. Écoutez, moi, il me semble, je n'ai pas les éléments précis, mais il me semble avoir en effet vu qu'ils avaient été vaccinés. D'ailleurs, c'était un élément de communication de l'État d'Israël, de l'État israélien, pour montrer qu'ils avaient un traitement, en l'occurrence, équitable des populations, quelles qu'elles soient. Oui. On va passer donc à notre actualité. Déjà, peut-être, faisons un petit bilan terrasse. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde hier, des images un peu ridicules parfois de gens sous la pluie avec des parapluies. Beaucoup se sont mouillés, oui. Beaucoup se sont mouillés, effectivement, ont voulu profiter à tout prix de ce moment. Peut-être un mot, Arnaud Benedetti, à l'homme de communication, enfin le spécialiste du décryptage politique sur les différents ministres qu'on a vus poster leurs selfies de terrasse. Bruno Le Maire. Oui, Bruno Le Maire, Alain Griset, Jean-Baptiste Lemoyne, puis le président de la République et le Premier ministre. Arnaud ? Manifestement, c'était concerté, en tout cas, apparemment, puisqu'on a une batterie de ministres qui a réalisé des photos et des clichés pour montrer que la vie reprenait. Bon, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Première interprétation, c'est ils manifestent malgré tout leur solidarité avec des établissements qui ont été très rudement touchés par la crise. Et donc, ça veut dire que les ministres incitent les Françaises et les Français à aller au bistrot ou dans les restaurants. On peut éventuellement l'interpréter comme cela. Le deuxième aspect, moi j'y vois plutôt un élément de storytelling, c'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, il faut insister sur le fait qu'il est le président. On parle beaucoup de libération, d'ailleurs je ne suis pas sûr que le mot soit tout à fait adapté au regard de ce que veut dire le mot libération dans l'histoire de France. Mais en tout cas, c'est ce récit qu'il essaye de construire, c'est-à-dire qu'il est finalement le président qui est avec son gouvernement qui nous aura sortis de cette crise sanitaire. On voit qu'il y a la volonté de bâtir un storytelling heureux qui balaye, qui permettra de balayer et de laisser de côté toutes les questions que cette crise sanitaire n'a pas manqué de poser dans l'organisation de l'État, dans la gestion de la logistique, dans le retard à l'allumage sur un certain nombre de mesures, dans les questions tout simplement de la responsabilité. Je crois qu'il y a de cela aussi dans cette communication, de voir des ministres, un président de la République avec son Premier ministre à la terrasse d'un café. Moi, j'ai été très frappé d'ailleurs dans les images de Jean Castex avec Emmanuel Macron, parce que les images, on ne voyait Jean Castex que de dos. Et tout était focalisé sur le président de la République, sur Emmanuel Macron. Je trouvais ça assez intéressant en termes de signal qui est envoyé. C'est lui qui prend la lumière, c'est lui qui prend la lumière de la libération. Mais parce que Arnaud, si je peux me permettre, le message qui passe aussi hier matin, c'est clairement de dire, voyez, j'ai gagné, j'ai réussi le pari, et je suis donc le premier à prendre mon café ce matin parce que vous pouvez tous le faire grâce à moi. Et quelque part, on sait bien qu'ils se sont opposés pas mal, Macron et Castex, sur le fait de retarder au maximum le confinement, on sait que Castex était tenant d'une ligne beaucoup plus dure et que Macron a décidé, pour les raisons notamment économiques, etc., d'essayer de retarder au maximum le troisième confinement. Et là, c'est une façon de dire c'est moi et c'est pas Castex, c'est moi et uniquement moi. D'ailleurs, il a dit c'est pas un pari, c'est un choix. Donc, on verra la suite. Oui. Alors, on va y revenir dans un instant. On marque une toute petite pause et on se retrouve avec vous. On va parler de la colère des policiers, évidemment, hier, qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale, qui ont exprimé tout haut leur malaise. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour débattre, commenter l'actualité avec Aurélien Véron, Pascal Bataille, Jérôme Ripoul et Arnaud Benedetti. On va revenir sur la colère des policiers. Avant, on a fait un petit point terrasse. Je voudrais faire un tour de table pour voir vos réactions aux uns et aux autres. D'abord aux images des politiques et puis les images hier aussi à 21h des gens qui étaient dans la rue et qui avaient beaucoup de mal à rentrer chez eux. Aurélien Véron, vous êtes conseiller de Paris, vous êtes sensible évidemment à ça.
forcément, tout le monde a envie de dépasser un petit peu de la ligne. J'espère que ça ne durera pas trop. C'était un geste important. Les terrasses, c'est la culture française. Je pense que là, on est un des rares pays en Europe à avoir autant de terrasses et à passer autant de temps à refaire le monde et en terrasse. Il y a un message aussi pour soutenir les restaurateurs et les bars qui ont du mal à recruter en ce moment. Je rappelle que la reprise qui a commencé hier exige une main-d'œuvre qui n'est pas là, qui a disparu, qui s'est évaporée. Donc, il y a 100 000 postes qui sont recherchés par des restaurateurs et par des bars. Il y a ensuite la question du bilan. Les aides ont été importantes, c'est vrai, mais l'activité éteinte pendant plus d'un an, il y a eu des interludes, fait que beaucoup sont au bord du dépôt de bilan. Et donc, la casse va commencer maintenant que ça réouvre. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir des bars et des restaurants. Et je crois que c'est important de leur envoyer un message de soutien. Et j'espère que les villes et les gouvernements seront là pour soutenir le choc du retour. Oui, on a Jean Castex qui dit après les images des terrasses bondées hier soir, Jean Castex appelle les Français à la discipline collective. Voilà. Oui, c'est aussi les mairies, il n'y a pas que les Français. Vous parliez de Paris. À Paris, nous avons eu une charte des terrasses. Le petit couplet anti-Hidalgo. Non, je pense qu'on a une municipalité, et peut-être que Paris n'est pas le seul dans ce cas, qui ne sait pas gérer les règles, qui ne met pas les moyens sur la table pour imposer des règles, et donc les règles ne sont pas suivies. Et j'entends des restaurateurs me dire que la plupart font le job, ils sont rigoureux, mais qu'il y en a un ou deux dans le lot qui pourrissent la vie des riverains et ça crée des conflits graves, alors qu'on a besoin de légèreté, on a besoin de respirer, on a besoin de faire la fête un peu. Je trouve dommage que la mairie ne mette pas en action les moyens de faire respecter la vie des riverains, tout en laissant les uns faire la fête sans endommager la vie des autres. Cela étant, on crée quand même des espèces de systèmes qui sont entre Kafka et Ubu, où on vous dit c'est 19h, puis c'est 21h. S'il y a moins de danger, pas de danger à aller sur les terrasses, qu'on finisse à 21h, à 22h, 23h, quel est le problème? Je veux dire, on a affaire à des Français qui ont été globalement responsables. Ils ont été sérieux. Il y a un moment aussi où on en a tous ras-le-bol. C'est-à-dire, hier, moi j'ai pris un peu de temps pour aller me balader. On a presque de la prévention à rentrer dans une boutique. On est étonné quand on va un restaurant. D'ailleurs, certains n'ont pas tous rouvert, malheureusement. Donc moi je dis, il y a un moment aussi où il ne faut pas demander aux Français tout et n'importe quoi. Cette histoire de finir à 21h et puis attendre le 9 juin, d'ailleurs en pleine semaine au passage, on vous dit, là je fais la petite parenthèse chez l'entreprise, on vous dit qu'on le télétravail complet finira le 9 juin. C'est en plein milieu de semaine. Mais on pense, là aussi, on accumule la complexité, les incohérences. Franchement, on revient aux normes et aux règles qui sont barbares, sauvages. Qui sont barbares, oui. Et ça, on est plus de 20 millions à vacciner. Je te rappelle qu'on est plus de 20 millions de Français vaccinés. C'est colossal. C'est pas encore suffisant apparemment quand même. Non, mais ça traduit la peur de la puissance publique et de ses agents, c'est-à-dire cet excès de réglementation, de bureaucratisation. D'ailleurs, en effet, toujours. C'est les derniers pouvoirs. C'est les derniers pouvoirs. Et qui paraissent parfois aller vraiment en dehors du bon sens. C'est vrai que finalement, décider que le couvre-feu est à 21h plutôt qu'à 22h ou 23h, ça me paraît être une mesure qui repose sur aucune donnée scientifique, en l'occurrence. C'est purement et simplement de l'arbitraire administratif, ou en tout cas du pilotage au doit mouillé. Mais bon. Moi, je pense que la crainte qui est d'ailleurs légitime en l'occurrence, c'est que on ait une recrudescence éventuelle de l'épidémie. Alors, moi, je trouve qu'on se retrouve finalement dans la situation qui était celle de l'année dernière, c'est-à-dire que, manifestement, peut-être l'effet, j'allais dire, climatique fait que, je veux dire, on a vraisemblablement aussi des facteurs qui expliquent cette décrue de l'épidémie, mais bon, moi je trouve que tout ça reste encore très hypothétique pour l'instant. Oui. Xavier nous dit à Perpignan, les terrasses étaient pleines au soleil, tout le monde ou presque, dont moi, sommes rentrés à 21h. Paris n'est pas la France. Peut-être que les Parisiens sont plus indisciplinés. C'était comment chez vous, Pascal Bataille? Alors, j'étais à Paris hier, donc j'ai pu profiter effectivement plutôt de l'ambiance parisienne, mais je pense que c'était national, au niveau national, que la fête est bien légitime, s'est exprimé, le plaisir de pouvoir profiter de ces endroits. Moi, je voulais revenir juste sur le côté un peu ubuesque, c'est
Moi, vous savez, je suis propriétaire d'un hôtel. Au Cap Ferret, on a cette situation d'avoir, nous, la possibilité, terrasse d'hôtel, d'ouvrir à 100% de la jauge, et le restaurant qui est à côté, lui, il a le droit qu'à une jauge à 60%, je crois. Enfin, bon, moi, j'avais le droit la semaine dernière de faire des soins. Le spa était fermé, n'avait pas le droit d'ouvrir, mais j'avais le droit, les esthéticiennes avaient le droit de faire des soins en chambre aux clients de l'hôtel. Enfin, voilà, je ne sais pas effectivement qui arrive à pondre des réglementations aussi absurdes, mais UNESCO serait sans doute bien heureux d'avoir des aides écrivains parmi tous ces pondeurs de textes. Et bon, alors c'est vrai que ça couvre, comme le disait Arnaud, je crois, aussi certainement une anxiété du gouvernement de rouvrir les vannes trop vite. Donc on essaie de mettre des petites bornes. On dit on rouvre, mais on met des petites bornes partout, tout en sachant bien que ça va pas tenir. Et moi, je suis assez sceptique, comme Arnaud Benedetti, sur les résultats à moyen terme de ce déconfinement. Parce que, effectivement, je ne suis pas du tout sûr qu'on soit sorti de l'auberge. Cela étant, si je peux juste faire une parenthèse, on a quand même juste à côté de nous un pays qui s'appelle l'Allemagne, qui a été beaucoup plus restrictif sur le confinement, et aujourd'hui qui a des résultats qui ne sont pas meilleurs que les nôtres. Donc c'est vrai que quand Emmanuel Macron parle de choix, il y a peut-être un choix, et on va voir que les paramètres sur le confinement ou déconfinement sont un peu plus complexes que ce qui nous a été présenté. Parce que là, l'Allemagne, pour le coup, c'est pas probant. C'est pas probant, c'est quand même un peu meilleur qu'en France. Hein. Mais oui, légèrement. Oui. De mortalité et de contamination. Oui, mais la mortalité, c'est différent, parce qu'effectivement, oui, mais il y a eu Arnaud, en 2020, je crois, 2019 et 2020, un nombre de décès sur les personnes âgées plus importantes à l'Allemagne. Donc ils avaient, si j'ose dire, perdu une partie des personnes qui en France sont mortes en 2020-2021 âgées. L'OMS vient de déclarer que les vaccins étaient efficaces sur tous les variants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Parlons des policiers. Donc hier, ils ont crié leur colère dans une grande manifestation avec cette phrase: le problème de la police, c'est la justice, c'est la magistrature qui était la cible principale des policiers. En tout cas, 35 000 personnes apparemment selon la police et les syndicats. Ça m'a beaucoup c'est ça, c'est merveilleux, on n'aura qu'un chiffre. Voilà, il y aura qu'un chiffre. Alors c'est drôle, hier j'ai aperçu Raquel Garrido qui minimisait ce chiffre, ce qui est en général l'inverse. Quand la France insoumise manifeste, c'est toujours il y en avait plus que ce que la police annonce. Là, elle a dit non, il y en avait tout au plus 10 000. Enfin, toujours est-il qu'il y avait quand même pas mal de monde. La préfecture n'a pas souhaité communiquer les chiffres pour sa part. En tout cas, il y avait du monde. Il y a des choses qui se sont dites lors de cette manifestation, des choses qu'on entend depuis des années. Je voulais vous faire écouter la petite phrase moi aussi qui m'a frappée, celle de Gérald Darmanin, qui participait, vous le savez, à cette manifestation. C'est mon signe de respect, venir vous voir. Je sais que c'est très difficile. On l'a au cœur, ce boulot. Et c'est important pour nous. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte. Merci. Comme aurait dit ma grand-mère, expression qu'aime beaucoup, qu'affectionne beaucoup Gérald Darmanin. Oui, c'est bien, ça me fait une belle jambe de savoir qu'ils pensent à moi le matin et le soir, qu'ils pensent à nous le soir, policiers. Penser à nous, c'est une chose, agir, c'en est peut-être une autre. Jérôme? Il a encore des expressions très sarkozystes, notre ministre de l'Intérieur. Moi, je trouve que franchement, sa présence à cette manifestation, alors je ne veux pas utiliser les mots provocateurs de Mélenchon, parce que je ne les partage pas, mais elle est quelque peu indécente. Comment est-ce qu'on est en train de faire se battre les gens contre... C'est l'État qui est contre l'État. On monte la police contre la police. Darmanin, il venait manifester avec qui ou contre qui? Il y a un moment, c'est un ministre de l'Intérieur, et imagine-t-on, si je peux me faire du Fillon, imagine-t-on Georges Clemenceau aller participer à une manifestation. Mais attendez, mais quel est ce monde? C'est quoi? C'est de la pub? C'est du... je veux dire, ça devient
n'importe quoi. Et je trouve que là, il y avait le préfet de police également qui était oui, dans mais bon, qui a été réquisitionné. Oui, exactement. Oui. Qui avait été réquisitionné. Je veux dire, comment le ministre de l'Intérieur peut-il être présent et le préfet de police ne... Donc moi, je trouve que franchement, tout ça, ça brouille les cartes, ça monte les corps de l'État les uns contre les autres. Et au final, si Darmanin était là, c'est que donc il était en accord avec les phrases et les consignes et les mots d'ordre qui ont été donnés dans cette manifestation. Je pense pas que... Est-ce qu'en Conseil des ministres, le matin même, il a dit la même chose à Dupond-Moretti? Enfin, tout ça, c'est pas sérieux, quoi. Allez, on y revient dans un petit instant. À tout de suite, 0826 300 300. Est-ce que vous soutenez les policiers? Est-ce que vous comprenez leur colère? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. Nous parlions de cette manifestation des policiers hier qui étaient dans les rues devant l'Assemblée nationale et on évoquait la présence du ministre de l'Intérieur qui manifestait d'une certaine manière contre son collègue de la justice. Arnaud Benedetti, vous l'analysez de la même manière? Totalement. Parce qu'il y a eu quand même ce cri, on va y revenir, le problème de la police, c'est la justice. Donc ça veut dire que le ministre de l'Intérieur est d'accord avec ce constat. Oui, d'ailleurs, ce qui ne manquera pas de poser problème quant à la solidarité gouvernementale à l'intérieur du gouvernement, parce qu'il y a quand même un garde des Sceaux qui tient des positions qui sont parfois, en tout cas, un tantinet différentes de celles des syndicats de police et de celles donc également du ministre de l'Intérieur. Oui, c'est tout à fait surprenant qu'il se soit rendu dans cette manifestation. Il y a un côté assez schizophrénique. En effet, finalement, je veux dire, il manifestait lui-même contre sa politique, il manifestait lui-même contre son gouvernement. C'est quand même assez illisible, tout ça. Et c'est assez nouveau. Je vois mal Georges Clemenceau ou Jules Moch, un autre ministre de l'Intérieur célèbre, s'adonner à ce type d'exercice. Moi, je trouve ça assez immature. Mais c'est immature et en même temps c'est calculé politiquement parce que la réalité, il l'a pas fait sans l'aval du président de la République non plus. C'est-à-dire que oui, c'est calculé politiquement parce que pour une raison simple, c'est que toutes les études d'opinion montrent aujourd'hui que l'enjeu de la sécurité et l'enjeu de l'autorité est un enjeu qui est particulièrement saillant dans l'opinion publique, que ça sera certainement l'un des grands enjeux de l'élection présidentielle. Et à partir du moment où vous avez à peu près toutes les forces politiques, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, mais de la gauche à la droite, vous aviez le représentant du Parti communiste, M. Roussel, vous aviez M. Jadot à titre personnel, vous aviez le Parti socialiste et vous aviez la droite et le Rassemblement national. Il s'agit de se couvrir sur ce sujet afin de montrer que finalement, là aussi, on est en phase avec l'opinion et qu'on est le premier défenseur de la cause de l'autorité et de la cause de l'ordre public. Mais tout ça me paraît assez maladroit parce que, encore une fois, on ne peut pas être à la fois ministre, on ne peut pas être dedans en même temps. C'est la difficulté. On ne peut pas être dedans et dehors. Et là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il est à la fois dedans, à la fois dehors. Donc, à un moment donné, un ministre, il a une éthique qui est l'éthique de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit obéir à un certain nombre de codes, il doit avoir un comportement. Moi, je suis en effet assez surpris, même si je vois bien derrière ce qu'il y a politiquement derrière cette présence, qui d'ailleurs a été quand même assez mal reçue par la plupart des manifestants qui considèrent que le ministre est venu essayer de récupérer un mouvement qui ne lui appartient pas. Alors on a Marie en ligne qui voulait réagir. Bonjour Marie. Bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Alors je suis absolument pas du tout d'accord avec votre invité, mais alors là, j'espère que c'est un cri du cœur. Pas du tout. Il avait vraiment sa place hier à côté de ses troupes. Parce que là, je pense que votre invité se trompe. Là, c'était redorer l'image de la police. Et je peux vous dire, Valérie, que moi-même, des fois, je suis intervenue parce que vraiment, des fois, il y a des abus. On peut pas dire que toute la police est vraiment... Mais comme dans tous les corps de métier, et dans toute la population, il y a toujours des petits noyaux pourris. Bon, mais dans la police, ça existe aussi des gens qui font pas bien leur travail. Mais là, il faut vraiment, parce que moi, j'habite le 18e, et je peux vous dire que samedi, il fallait vraiment avoir les nerfs solides pour pas déraper, d'accord? Quand vous avez des énergumènes complètement alcoolisés qui vont dans les manifestations et qui font tout et n'importe quoi et qui vont même pas pour les bonnes causes, je vais vous dire, et qu'on vous insulte à longueur de journée, là il avait sa place. Ça veut dire qu'il était à côté de ses troupes, ça veut dire qu'il les comprend, ça veut dire qu'il peut pas tout faire non plus, et je peux vous dire que je suis la première à critiquer Darmanin parce que tout n'est pas tout n'est pas rose dans ce qu'il a fait. Mais là, il avait sa place pour moi parce que il faut redorer l'image de la police. Sans la police, on n'est rien. Et je peux vous dire que merci la police dans les quartiers,
ne serait-ce qu'hier où c'était vraiment la fête parce que les cafés étaient ouverts et tout, et ben franchement à 9h30 il y avait encore des gens qui buvaient et tout, et ils font preuve de patience, ils font preuve de voilà, à un moment donné c'est des êtres humains aussi, ils ont leur vie. Donc moi je pense que Darmanin avait sa place. Voilà. Bon, et que, très bien. Par contre, M. Mélenchon, ce qu'il a dit, non, il nous faut une police. Alors si on n'a plus la police, je peux vous dire que les quartiers vont à la dérive. Hein. Oui, enfin, il a pas dit qu'il fallait pas de police, hein, mais effectivement, il n'a pas voulu être solidaire de cette manifestation. Pascal Bataille. Je comprends les arguments de Marie, mais je pense qu'elle se trompe parce qu'effectivement, la place d'un ministre n'est évidemment pas dans une manifestation devant l'Assemblée nationale, à l'instant même où le garde des Sceaux défend dans l'hémicycle son projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire. Enfin, on est, comme le disaient les intervenants précédents, dans la schizophrénie pure, mais on sait bien que c'est un peu le modèle de gouvernement qu'a érigé Macron, hein, en même temps, la schizophrénie, c'est-à-dire d'une main, la main gauche, je ne sais pas ce que fait la main droite, et l'hémisphère gauche du cerveau non plus ce que fait et ce que dit l'hémisphère droit, et ce que pense l'hémisphère droit. C'est terrible de voir cette image d'un ministre qui, quelque part, se désolidarise totalement du gouvernement, en étant, et alors avec l'aval certainement de Matignon et de l'Élysée, pour venir dire aux policiers, qu'est-ce qu'il leur dit? En fait, il leur dit, je me fous bien de votre gueule, parce que quelque part, les policiers, j'espère qu'ils ont compris que la présence de Darmanin là, c'était un leurre total. De quoi a besoin la police aujourd'hui? Depuis des décennies, elle a besoin de moyens. Quand on voit que Arnaud nous parlait tout à l'heure des dysfonctionnements des différentes caisses d'allocation familiale, d'allocation retraite, etc. Et de sécurité sociale, quand on dit que l'épaisseur du trait serait peut-être de 15 milliards d'euros et que royalement on a accordé un peu plus d'1 milliard d'euros de supplément au budget du ministère de l'Intérieur pour 2021, il faut pas se foutre du monde. Donc, je sais pas qui d'entre vous, je suppose chacun d'entre vous est allé dans les 6 derniers mois, pour une raison ou pour une autre, dans un commissariat. C'est lamentable de voir dans quelles conditions les policiers travaillent. C'est affolant, c'est désespérant dans un pays comme la France. Mais il n'y a pas que ça. Je voudrais qu'on parle peut-être du fond aussi de leur manifestation. C'est-à-dire qu'il y a eu une défiance. Il n'est pas allé dans cette... J'entends plus. Allez-y, Arnaud. Ah oui, pardon. Non, juste, il n'est pas allé pour redorer l'image de la police, qui d'ailleurs il reste très bonne dans l'opinion publique. Toutes les études d'opinion le montrent. Je pense qu'il y est allé afin de récupérer l'image de la police à des fins, bien évidemment, tout à fait politiques. Et inquiet du mouvement, peut-être. Derrière cette opération. Oui. Et peut-être inquiet du mouvement. C'est-à-dire que là où je dis, je crois que c'était Marie, notre auditrice, je sais pas, mais là où elle se trompe, effectivement, c'est qu'un ministre, c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est en plus le pouvoir régalien. C'est celui qui a les moyens. Une manif, c'est quoi? C'est l'expression de la colère et de l'impuissance. Donc là, celui qui a le pouvoir vient voir les policiers et leur dit je vous respecte. Mais qu'est-ce que ça veut dire je vous respecte? Les respecter, c'est quoi? C'est comme le disait Pascal, c'est leur donner des moyens, remplacer les voitures, avoir des commissariats qui se tiennent, avoir des effectifs. Je veux dire, les effectifs ont diminué et quand Darmanin était quand même aussi aux manettes avec Nicolas Sarkozy, enfin on le sait très bien. Donc on sait parfaitement qu'il y a des villes, on peut citer Perpignan, il y a eu Nice qui a été augmenté, etc. Mais il y a plein de villes aujourd'hui qui n'ont pas des effectifs qu'elles avaient il y a 20 ans. Donc, ça crée un vrai malaise. Mais le malaise que Aurélien Véron. Oui, le malaise que nous avons tous ressenti en voyant le ministre de l'Intérieur se faire huer par les policiers eux-mêmes, donc le chef se fait huer par ses services administratifs qui sont sur le terrain. C'est un malaise qui a l'image du malaise profond que vit la police aujourd'hui. Moi, je vois trois raisons de ce malaise qui est profond, qui est tribal chez les policiers. D'abord, ils sont soumis en permanence à des injonctions contradictoires. Ça disperse leur mission. On leur demande à la fois de faire de la répression, de la médiation, de jouer les assistantes sociales, d'aller fermer les terrasses. Est-ce que c'est le rôle de la police d'aller fermer les terrasses? Il y a un deuxième point qui me trouble, c'est qu'ils sont blessés dans leur dignité. Quand le maire de Colombes, à peine élu,
compare la police nationale à la police de Vichy, quand des maires, des élus nationaux écologistes défendent Assa Traoré alors que plusieurs enquêtes ont montré l'innocence des policiers mis en cause, lorsque la classe politique, une partie de la classe politique, de la gauche dure, de la gauche, attaque systématiquement la police, les appelle des factieux. Jean-Luc Mélenchon, je rappelle, a été condamné à 3 mois avec sursis en 2019 pour avoir bousculé policiers, procureurs, en donnant l'exemple à tous les Français d'un élu national qui prétend être président un jour, qui bouscule des policiers. Les jeunes, évidemment, sont presque de le reconnaître comme un modèle. Et puis la troisième raison, c'est la justice, c'est qu'ils subissent aujourd'hui l'incapacité par leurs moyens de l'institution pénale et pénitentiaire d'appliquer des peines à la hauteur des enjeux. Et ce n'est pas la faute des juges. Parce que si les juges n'arrivent pas à faire leur boulot, c'est parce que la France, depuis toujours, malgré un rattrapage récent, verse moins de la moitié de la moyenne européenne dans sa justice par habitant. Les juges sont juste débordés. Un juge, c'est 11 à 12 heures de travail par jour. C'est la reconnaissance dans les sondages internes qu'ils ne peuvent pas assurer leur job convenablement, qu'ils font des erreurs judiciaires et qu'ils sont soumis à une pression qui fait qu'ils ne connaissent pas leur dossier parce qu'on les a surchargés. Aujourd'hui, et je ne parle pas de la prison qui est même séparée de la justice parce que les juges vont très très peu voir ce qui se passe dans les prisons, dans les instituts de liberté de semi-liberté. Les juges appliquent des peines, ils ne savent pas où vont les condamnés. Les juges, il y a 250 visites de juges par an dans les 200 établissements pénitentiaires. Vous imaginez ce que ça représente? Parce que les juges n'ont pas le temps d'aller voir ce qui se passe en prison. Alors quand les juges appliquent des peines, ils ne savent pas ce qui se passe après. Mais est-ce qu'on a raison d'opposer la police, d'opposer la police à la justice? C'est une erreur. Il faut les faire coopérer. D'ailleurs, beaucoup de policiers s'entendent très bien avec des magistrats, malgré ce que... Il y avait des magistrats à la manif. Il y avait des magistrats. Les magistrats et les policiers travaillent très bien ensemble. Mais les juges, aujourd'hui, reconnaissent, et ils le font, c'est très difficile parce qu'ils ont un devoir de réserve, mais les juges aussi reconnaissent que leur métier n'est pas tenable aujourd'hui. Allez, on marque une pause. C'est la pub et puis je vous redonne la parole. Non, c'est pas une opposition. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité, la manifestation des policiers hier. On oppose la justice et la police. En tout cas, c'est ce qui a été dit hier. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est vrai que les policiers en ont assez d'arrêter des délinquants et de les retrouver le lendemain au pied des immeubles, de les retrouver alors qu'ils ont été arrêtés. On pense aussi à cet homme qui a brûlé sa femme, qui avait été condamné à une peine de prison assez longue et qui a été libéré, qui avait pas eu de bracelet électronique. Enfin, il y a aussi des dysfonctionnements dans la justice qui sont importants. Maintenant, les opposer, c'est peut-être pas non plus la meilleure des solutions. Je sais pas qui voulait réagir. Pascal? Oui, pardon, je disais, il faut sûrement pas les opposer. Et d'ailleurs, à part Alliance, le syndicat policier qui a commis hier ce happening que vous avez sans doute vu et qui était assez révoltant, même s'ils ont le droit de le faire, bien évidemment. Mais il n'y a pas eu tellement de discours que ça de la part des policiers sur le fait que la grande responsable de leurs maux serait la justice. Justice et police en France sont traités à la même enseigne, malheureusement, avec un manque cruel de moyens. Quand les policiers se plaignent effectivement de voir le nombre de non-lieux ou de classements sans suite, il faut savoir aussi que les juges disent oui, mais attention, beaucoup de ces classements sans suite ou de ces non-lieux sont dus au fait qu'on ne nous apporte pas de preuves suffisantes pour pouvoir inculper. Donc, pourquoi les preuves ne sont pas là? Parce que les policiers n'ont pas le temps, les moyens ou les capacités d'enquêter suffisamment et d'apporter les preuves nécessaires. Donc, pour être aussi aller de temps en temps dans un tribunal ou dans des locaux de justice, on voit là encore la façon dont et les moyens dans lesquels ces gens travaillent, c'est terrible. Le budget de la justice est de à peine 10 milliards d'euros, je crois. C'est une véritable catastrophe. 7 milliards. 7 milliards. Les policiers... moins que la culture. Les policiers ont bien tort, je pense, de s'en prendre aux juges. Et je pense que la solution est plus dans un travail commun, une revendication commune de plus de moyens et d'aller vers l'efficience et la collaboration vraiment efficace de leur discipline respective.
mais ce n'est pas dans une opposition qu'on trouvera la solution, certainement pas. Après, je pense qu'il y a une problématique. Il y a une problématique Alors, il y a une problématique effectivement de. Ce que vous disiez, Valérie, c'est des délinquants qui sont arrêtés puis très rapidement remis en liberté. Parfois, effectivement, faute de preuves, on peut l'entendre. Il y a un problème aussi qui me pose question sur les décisions de justice et leur application. Il faut savoir qu'on est dans l'open data. Hein. L'État dit maintenant, vous allez, vous Français, pouvoir connaître, en fait, on va mettre à votre disposition les données, et notamment sur la justice. Voilà. Pour avoir les décisions de justice en open data, on va attendre le 30 septembre 2025. C'est-à-dire qu'il faudra attendre encore plus de 4 ans pour savoir qui a été jugé, où, etc., et comment s'appliquent les peines. Ça, c'est pas possible non plus. Parce que ce qu'on voit, et ce qui finalement dérange les policiers, c'est de se dire, premièrement, il y a des délinquants qui courent toujours. Deuxièmement, ils sont arrêtés. Comment est-ce qu'ils effectuent leur peine? On sait qu'avec les remises de peine aujourd'hui, 5 ans se transforment en 2 ans et demi ou 2 ans. Donc, il y a quand même aussi un ménage à faire au sein de la magistrature sur la clarté des décisions de justice. Et ça, c'est pas un travail, et ça n'enlève rien à ce qui a été dit auparavant sur on est dans un état, quand on fait comparaison avec l'Allemagne, un pays qu'on aime beaucoup comparé à nous, où on ne met pas suffisamment de moyens dans la justice, primo, et deuxièmement, il faut se garder des effets d'annonce, parce que quand on a vu le Premier ministre qui a annoncé qu'il allait avoir 15 000 places supplémentaires de prison, à quelle échéance? Donc tout ça, il y a beaucoup de poudre aux yeux qui est lancée, et on ne voit pas très bien quelles sont les solutions concrètes qui vont être prises. Alors effectivement, opposer justice et police, c'est une erreur monumentale et qui se retournera contre ceux qui font ça. Jérôme Ripoul, moi je voudrais quand même ajouter à ce que vous dites que la multiplication des lois répressives pour renforcer la politique pénale fait que les juges sont aujourd'hui débordés de mesures qui sont illisibles, avec des contradictions entre les textes, des applications, encore une fois, qu'ils ne maîtrisent pas, parce que le juge d'application des peines, vous avez des jeunes de 18 ans qui commettent un délit assez grave, ils sont condamnés à 20 ans, 21 ans, et ils vont en prison, s'ils font de la prison, à 23 ans. Entre 18 et 23 ans, il ne s'est rien passé. À 23 ans, vous imaginez ce qui s'est passé entre vos 18 et vos 23 ans, c'est une vie entière. Évidemment. Donc, c'est illisible. Donc, ce n'est pas les juges seulement qui sont en cause. Je pense qu'il ne faut pas masquer la responsabilité derrière l'absence de moyens, notamment de la pénitentiaire. Et là, il y a plein de chantiers sur la table qui ne se traduiront pas par des textes, mais par exemple, l'implication des collectivités territoriales qui peuvent aussi apporter une touche dans la sanction avec une dimension réinsertion, puisque les territoires évidemment sont concernés par la réinsertion sociale et l'absence de récidive. Le développement du data, comme vous disiez, Jérôme, pour avoir des outils de benchmarking pour voir ce qui marche en termes de récidive. L'objectif de la sanction, c'est de punir, c'est aussi d'éviter la récidive qui coûte extrêmement cher. Si la colère des policiers est si forte, c'est que les policiers n'ont ras-le-bol d'être en première ligne face aux jeunes qui ont fait 10 fois la même chose et qui n'ont jamais été correctement suivis et sanctionnés. Donc si les juges ont des outils qui pilotent et qui peuvent donner des retours statistiques des peines avec un détail qui permet d'avoir la peine optimale pour éviter la récidive, c'est formidable et ce n'est pas une loi, ce sont juste des moyens, etc. etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est effectivement une politique pénale, non pas par des textes de loi supplémentaires qui viendront embarbouiller encore plus cette espèce de trucs inextricables, mais juste des moyens intelligents de terrain, des concertations, et puis beaucoup plus de temps de concertation entre les juges du parquet, entre le siège, entre la pénitentiaire, qui, n'oublions pas, est une échelle essentielle de la justice pénale. Donc voilà, il faut du temps, il faut donc des ressources, il faut donc des moyens. Et là, la France pêche par son retard. Ce qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est la défiance vis-à-vis des policiers. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'autorité de la police qui est très claire aujourd'hui. C'est dû aux politiques, ça. C'est la faute des politiques. Oui. Arnaud Benedetti. Il y a une défiance vis-à-vis de toutes les autorités, qui n'est pas propre, je veux dire, à la police. Mais la police est censée faire peur et la police est censée être respectée. Voilà, elle est beaucoup plus exposée à ce type de défiance. Mais moi, je partage ce qui a été dit. En effet, il y a des problèmes de moyens énormes qui se posent. On voit bien que la lenteur de la justice, elle est liée au fait, justement, parce qu'il y a un manque de moyens. C'est aussi ça, aussi très souvent, qui est reproché. C'est que le temps d'instruction est très long et ne correspond pas finalement à la rapidité que l'on exige, que l'on attend d'un jugement et d'une sanction. Il y a toute cette réalité-là. Mais il y a un autre sujet, c'est que je pense que, si vous voulez, je vois bien, en tout cas,
cas le discours qui consiste à insister sur l'éventuel laxisme de l'appareil judiciaire, et qui est quand même un discours que l'on entend à la fois parfois du côté des policiers et que l'on entend également du côté des politiques. Il y a une raison aussi qui s'explique, qui est une raison, j'allais dire, presque d'opinion, c'est que autant l'image de la police, malgré toutes les controverses et les polémiques que l'on a connues ces dernières semaines et ces derniers mois et ces dernières années, reste relativement forte, autant l'image, par contre, de la justice et de l'autorité judiciaire est beaucoup plus dégradée. Donc, c'est un fait qu'il faut prendre en compte vraisemblablement dans ce débat-là, et qui explique parfois les prises de position d'un certain nombre de politiques quant au laxisme supposé de l'institution judiciaire. Mais c'est vrai que quand on regarde finalement le nombre de peines, le volume de peines prononcées, démontre, s'il le fallait, quand même quelque part, que la justice, quand elle est en situation de devoir répondre aux questions qu'on lui pose, je veux dire, n'a pas le bras aussi faible qu'on veut bien le dire, même si quand même il a existé un certain nombre de dysfonctionnements parfois qui, eux, à mon sens, traduisent pour un certain nombre de magistrats parfois une approche relativement, j'allais dire, détachée de ce type de problème. En tout cas, on est en peine d'attendre le grand ministre de la Justice que certains nous annonçaient. Et d'une part, et d'autre part, on est aussi quand même, on peut être inquiet de voir un ministre de la Justice qui a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de dossiers sur la table, et qui va faire campagne dans les Hauts-de-France. Parce que je veux bien que M. Dupond-Moretti épingle M. Bertrand en disant « Ah oui, mais regardez, il s'intéresse à la région, mais derrière, il y a les présidentielles. » Mais sauf que être candidat et ministre en exercice, c'est un exercice d'équilibriste encore plus complexe, me semble-t-il. Et je trouve que il y a aussi des fonctionnements politiques qui devraient être un peu remis en cause. Et là, Dupond-Moretti ferait mieux d'être à la barre plutôt que dans les Hauts-de-France, de mon point de vue. Un commentaire, Pascal, je vous ai vu sourire, Pascal Bataille. Il y a 15 ministres qui sont en campagne. Oui. C'est une liste. Il faut qu'ils montent une liste. Dont Darmanin, d'ailleurs. Oui. Dont Darmanin, voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc, malheureusement, Dupond-Moretti n'est pas le seul en cause. Et effectivement, alors j'ai regardé, j'ai téléchargé le rapport annuel du ministère de la Justice. En 2020, le budget du ministère de la Justice est de 9,4 milliards d'euros, ce qui reste effectivement assez dérisoire compte tenu des enjeux. Et on voit bien que des moyens, il en faut en amont pour la police, il en faut en aval sur la pénitentiaire, etc. Parce que on voit bien que si beaucoup de peines ne sont pas appliquées, ou en tout cas ne vont pas à leur terme, c'est parce qu'il n'y a pas de place non plus dans les prisons. Donc je pense que certes, il y a peut-être des problèmes idéologiques chez une petite frange des juges, mais je crois que c'est se mettre le doigt dans l'œil que de vouloir dire que la justice est laxiste et que c'est ça la faute de ce laxisme si effectivement les policiers ont du mal à effectuer leur mission aujourd'hui. On voit bien qu'il faut une grande révolution dans la façon de donner des moyens à toutes ces institutions qui sont les fondements, les piliers de notre République et de notre État. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été là. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.